Il est 13 h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre édition accessible aux sourds et aux malentendants grâce à notre célèbre interprète Assia Chimark. La fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est le dimanche prochain à Yamoussoukro. Mais à la veille de la célébration, les membres du gouvernement joueront au foot. Ils seront opposés aux jeunes des différents partis politiques qui formeront une équipe, une rencontre qui témoigne de la dynamique de la réconciliation et du vivre ensemble. Certaines grandes écoles françaises de référence vont accueillir dans les semaines à venir 26 jeunes ivoiriens, issus pour la plupart de l'INPHB de Yamoussoukro et du lycée Blaise Pascal. Ils ont reçu hier les félicitations du ministre de l'Enseignement supérieur Adama Diawara et du secrétaire général de la présidence de la République Abdourahmane Cissé. Et puis, Nancy Pelosi est arrivée hier à Taïwan, une visite vue d'un très mauvais œil par la Chine. Depuis son arrivée, la présidente de la Chambre américaine des représentants a semblé jouer la carte de l'apaisement. Elle est restée sur la même ligne de défense. Cette visite ne change pas la position américaine vis-à-vis de Taïwan. Nous sommes mercredi 3 août et c'est jour de conseil des ministres. Les membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Patrick Achi, étaient tous réunis ce matin au palais de la présidence de la République autour du président Alassane Ouattara. Et comme d'ordinaire, la réunion a porté sur divers sujets. Nos reporters qui étaient sur place sont de retour à la station. Leur reportage vous sera proposé ce soir dans le 20h. Samedi prochain, 6 août, c'est la veille de l'indépendance, la veille de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Festivité prévue dimanche à Yamoussoukro. Samedi prochain, donc 6 août, veille de la célébration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et ce samedi-là se jouera un grand match de gala, un match de foot qui va opposer les membres du gouvernement aux jeunes des différents partis politiques. Pour un petit peu équilibrer la rencontre, l'équipe gouvernementale sera renforcée par les anciennes gloires du foot ivoirien. L'annonce a été faite hier aux journalistes et c'est Didier Nguessan qui y était pour vous. Des acteurs du monde culturel et sportif opposés aux membres du gouvernement. Voici l'affiche du match de gala qui va se jouer au stade de Yamoussoukro le 6 août prochain à l'occasion des festivités de l'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante. Une rencontre sportive pour laquelle les préparatifs vont bon train. Le ministre Mamadou Touré sonne la mobilisation afin de renforcer les liens de fraternité entre les Ivoiriens. Grand match de gala qui va opposer donc la jeunesse ivoirienne au gouvernement. Quand je dis la jeunesse ivoirienne, c'est la jeunesse dans toute sa diversité. Vous avez les jeunes du RHDP, du PDCI, du PPACI, de l'UDPCI, des jeunes de la société civile, je parle des différentes fédérations de jeunesse, FENUGESI, Scout, etc., qui sont opposés aux ministres et membres du gouvernement, donc, qui ont accepté d'avoir cette confrontation fraternelle donc, avec les jeunes. Bien évidemment, nous avons fait appel à des anciennes gloires de notre football qui ont accepté d'accompagner cet élan de fraternité et de cohésion sociale. En plus du sport, d'autres activités de citoyenneté et de solidarité sont prévues. Nous commençons le matin avec une randonnée organisée par le ministère de la Défense et le ministère des Sports. À partir de 9 h, nous avons le grand ménage de Yamoussoukro qui est organisé par le ministère de la Salubrité et le ministère de la Jeunesse et qui verra la participation de toute la jeunesse. Il y a une série d'activités, notamment une fresque. À partir de 16 h, il y a un grand concerto offert par le chef de l'État qui verra la participation d'Alpha Blondy et d'une 50aine d'artistes. Ces activités viennent renforcer l'élan de cohésion sociale tel que voulu par les leaders politiques. 1960, au lendemain de la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les forces armées naissent et prennent la relève des unités de l'armée française. Les 10 dernières années de l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne sont marquées donc depuis 2011 par une modernisation de cette armée où tout ou presque a été amélioré. De 1960 à 2022, voici l'histoire de l'armée ivoirienne retracée ici pour vous par Abou Sanogo. L'armée ivoirienne est née au lendemain de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Fruit de la vision du président Félix Houphouët-Boigny, elle a pris la forme juridique avec la loi numéro 60-209
du 27 juillet 1960. Les missions de cette jeune armée seront définies par la loi numéro 61-209 du 15 juin 1961, portant organisation de la défense et des forces armées. Les premiers serviteurs de l'armée ivoirienne sont Félix Houphouët-Boigny, président de la République, fondateur des forces armées ivoiriennes dont la vision était de bâtir une petite armée moderne, bien équipée et bien entraînée, capable de défendre la patrie. Jean Konabani, ministre de la Défense et du Service civique. Gervais Kofi, directeur du cabinet du ministre de la Défense. Robert Lamizana, attaché de cabinet. Et plus tard, dès 1963, Mbaya Blekwadio, ministre des Forces armées et du Service civique. Le chef suprême des armées venait ainsi d'entériner l'organisation de l'armée ivoirienne avant de procéder à la signature des premières nominations. Le capitaine Ouattara Paul Touma Dakin est promu chef de bataillon, chef d'état-major des forces armées nationales du Côte d'Ivoire FANSI, la gendarmerie nationale. Au cours d'une cérémonie officielle, 1800 hommes et du matériel ont été également transférés dans les pelotons mobiles de la gendarmerie nationale. La gendarmerie a ainsi sa compétence nationale. De plus, la Côte d'Ivoire, avec ses 500 km de côte et son réseau de lagunes, se devait de posséder une marine nationale. Sous les ordres du lieutenant de vaisseau Durand, les marins ivoiriens sont installés provisoirement dans des baraques au quai des Bananiers. L'armée de l'air, la date du 30 septembre 1961 est choisie pour la cérémonie de transfert qui a lieu à Port-Boué. Sont transférés à l'escadrille ivoirienne le personnel et le matériel prélevés sur l'unité aérienne française stationnée à Bouaké en Côte d'Ivoire. Son Excellence Léon Brasseur, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, qui remet à Jean Konabani, ministre de la Défense nationale et du Service civique, 3 avions, un Dakota et 2 broussards. Un hélicoptère C4 viendra s'ajouter aux autres aéronefs ainsi que 2 Alouettes 2 en 1964. À l'origine stationnée à Abidjan au Camp Mangin, l'armée ivoirienne, au cours de la première année, s'implante progressivement sur toute l'étendue du pays. D'Abidjan à Korogo, de Bondoukou à Man, dans les villes et villages les plus éloignés de la capitale, les habitants virent les soldats, les premiers recrues de l'armée ivoirienne installer leurs tentes. Depuis 2011, la modernisation des forces armées de Côte d'Ivoire est en marche. Les moyens de combat, terre, air, mer et de toutes les unités s'accroissent, ainsi que ceux des conditions de vie des hommes. Se sont succédés à la tête de l'état-major général des armées, les officiers généraux qui ont marqué leur époque, de 1960 à nos jours. Le général de corps d'armée, Ouattara Paul Touma Dakin, de 1961 à 1974. Le général de corps d'armée Ibrahima Koulibaly, de 1974 à 1979. Le général de division Bertin Zézé Barouan, de 1979 à 1987. Le général de brigade Ori Félix, de 1987 à 1990. Le général de brigade Guy Robert, de 1990 à 1995. Le vice-amiral Lassana Timité, de 1995 à 1999. Le général de brigade Soumaïla Diabakate, de 1999 à 2000. Le général de division Mathias Doué, de 2000 à 2004. Le général de corps d'armée Philippe Mangou, de 2004 à 2011. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, de 2011 à 2017. Le général de corps d'armée Touré Sekou, de 2017 à 2018. Et le général de corps d'armée Lassina Doumbia, depuis le 31 décembre 2018. C'était un récit d'Abou Sanogo, notre spécialiste maison des questions militaires. Voilà donc pour le chapitre à célébration de l'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est, lui, depuis quelques jours en mission de travail dans la région de Bouaké. Et depuis qu'il y est, Adama Kamara échange avec les populations. À Sakassou et à Brobo, par exemple, il a expliqué les avantages de la couverture maladie universelle, de la retraite complémentaire et du régime social des travailleurs indépendants. C'était au micro de Corona Soro de la station régionale RTI Bouaké.
La ronde du social dans les communes de Sakassou et Brobo, région de Gbeke. Après les acteurs des secteurs informels et formels, c'est le tour des populations rurales. À Sakassou et à Brobo, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale utilise l'approche participative pour sensibiliser. Sensibilisation axée sur la couverture maladie universelle, la retraite complémentaire et le régime social des travailleurs indépendants. Pour Adama Kamara, les mécanismes de protection sociale s'adressent à tous les Ivoiriens. Les têtes couronnées s'engagent à être le relais du gouvernement auprès des populations dans les villages. Aujourd'hui, nous tous, que ce soit fonctionnaire, que ce soit cultivateur, pourvu que tu fasses quelque chose, et tous en bénéficient. Personne ne vient auprès de la population pour expliquer ces choses. Si aujourd'hui, le président a envoyé son ministre pour nous expliquer, vraiment, je suis très content. Nous irons dans nos villages sensibiliser nos frères pour qu'ils viennent s'adhérer. Dans les deux localités, c'est avec insistance que le ministre Adama Kamara invite les populations rurales à s'approprier ces outils de protection sociale. Je voudrais, avec insistance, vous inviter à vous approprier la couverture maladie universelle. Je voudrais, avec insistance, vous inviter à vous approprier la complémentaire par capitalisation. Je voudrais enfin, avec insistance, vous inviter à vous approprier le régime social du travailleur indépendant qui, en lui seul, combine le régime que les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire ont. Des témoignages des bienfaits de la SEMU et du projet philo-socio-productif pour montrer l'importance de ces mécanismes en milieu rural. Plusieurs tonnes de vivres, non-vivres et des chèques ont été distribués aux populations et associations de Sakassou et Brobo. Protection sociale et autonomisation de la femme, enjeux et défis, voilà le thème des journées de la prévoyance et des actions sociales en faveur des femmes, édition 2022. Il s'agit à travers cette deuxième édition de rendre plus accessibles aux femmes et aux jeunes filles les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la protection sociale. Les précisions de Godfrey Okambawa. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et jeunes filles en les formant sur leurs droits et devoirs et surtout présenter à cette cible de la population l'opportunité d'adhérer à une protection sociale. C'est l'objectif de ces journées de la prévoyance et des actions sociales JPAS 2022, une plateforme d'échange entre les experts de la protection sociale, décideurs et acteurs de la société civile. Au premier rang, les femmes. En termes de protection sociale, on a toujours à faire. C'est toujours qu'il faut se perfectionner. Et la femme étant au cœur de l'équilibre familial, il est important qu'elle soit suffisamment couverte, suffisamment informée en vue de son autonomisation. Pour la tutelle, cette initiative est un appel à la mobilisation envers les femmes les plus vulnérables. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se réjouit de la volonté de l'engagement de l'ONG Prévoyance à inviter et à interpeller l'opinion publique, à offrir aux femmes les conditions et les opportunités indispensables à leur autonomisation et surtout à leur épanouissement. La présente célébration représente un moment fort d'attention et d'engagement à leur offrir le meilleur de nos politiques, de nos réformes, de nos projets de développement en vue de la protection de leurs droits et de leur autonomisation. Ces journées de la prévoyance et des actions sociales en faveur des femmes est à sa deuxième édition. Les participants sont instruits autour du thème « Protection sociale et autonomisation de la femme, enjeux et défis ». Selon les initiateurs, ce programme répond à la question de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Il s'agit désormais pour elle de faire progresser l'égalité du genre dans tous les aspects. Et dans le domaine agricole, un projet d'accompagnement des agriculteurs à l'entrepreneuriat et à la création de chaînes de valeur vient d'être lancé par le FDFP et l'ARDCI. FDFP, c'est Fonds de développement de la formation professionnelle, et ARDCI, Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Les deux instances ont également signé une convention. On en sait plus avec Patricia Omouetia. Ce projet a fait l'objet de signature d'une convention entre l'ARDCI et le Fonds de développement de la formation professionnelle. À thème, ce sont 3300 agriculteurs issus de 13 régions de la Côte d'Ivoire qui bénéficieront d'un renforcement de leurs capacités en production, conditionnement et commercialisation. La création des chaînes de valeur afin de permettre aux producteurs des zones périurbaines et rurales
de tirer un meilleur profit de leurs activités. Akaoulé Eugène, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, par ailleurs président de la RDCI, a insisté sur le fait que ce projet vise particulièrement les populations des zones rurales qui bénéficient généralement de peu d'opportunités d'insertion socio-économique. Pour le professeur Sangari Moustapha, directeur de cabinet représentant le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ce programme répond aux objectifs du PND et du Programme national d'investissement agricole. On essaie de gagner plus en transformant nos produits agricoles. La chaîne de valeur est un projet majeur pour nous. Alors, le RDFE va financer des cabinets de formation qui vont accompagner 3300 jeunes dans l'entrepreneuriat. Et c'est un projet qui est assez important pour notre ministère, en ce sens que nous sommes chargés de la formation. Et vous savez très bien que l'agriculture, comme on le dit toujours, est vraiment le maillon essentiel de l'économie ivoirienne. Les personnes sélectionnées seront instruites sur l'entrepreneuriat agricole, sur la maîtrise et à la gestion des chaînes de valeur. D'aucuns pensent qu'ils sont des génies, des héros, mais une chose est sûre, ils sont doués. Ce sont 26 jeunes Ivoiriens issus de l'INPHP et du lycée Blaise Pascal qui viennent d'être admis dans de grandes écoles françaises de référence. X Polytechnique, HEC, Télécom Paris et d'autres encore accueilleront ces élèves brillants dès la rentrée prochaine. Une fierté pour la Côte d'Ivoire entière. Mahma Traoré. Pour eux, le rêve d'un devenir meilleur franchit un nouveau cap. Ces jeunes Ivoiriens, au nombre de 26, poursuivront désormais leur parcours à Paris, en France, dans de grandes écoles d'ingénieurs et de commerce de référence que sont X Polytechnique, HEC, Télécom, ENCA ou ESSEC. Leur séjour en France sera entièrement financé par l'État grâce aux bourses d'excellence. Alors qu'est-ce que cette bourse recouvre? Comme je l'ai dit, c'est tout le package. Il y a d'abord les frais de scolarité et l'assurance pour l'étudiant, plus la bourse que l'étudiant perçoit lui-même directement. Sur les 26 apprenants, 16 sont issus de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et les autres provenant d'établissements nationaux d'excellence et d'une grande école d'ingénieurs basée à Casablanca au Maroc. C'est un investissement qu'ils font en nous. Du coup, on a aussi cette charge-là, cette responsabilité-là de les honorer en quelque sorte en réussissant nos études. J'exhorte également mes cadets à ne pas hésiter à passer le concours. Ce n'est pas difficile, il faut juste oser, travailler. Avec un peu de travail et un peu d'effort, on peut y arriver. Tout cet investissement découle de la vision du président Alassane Ouattara d'impulser l'élite ivoirienne de demain. Grâce au président de la République, le président Alassane Ouattara, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir poursuivre vos études sans qu'on ne sache qui est votre père, qui est votre mère, qui est-ce que vous connaissez. Et c'est ça l'équité. Faire en sorte qu'on puisse avoir une jeunesse qui soit bien formée et avoir la relève de demain. Vous-même, soyez patriotes, pensez à venir apporter votre plus à votre pays. Pour cette année, le budget alloué au financement des bourses d'excellence est passé de 300 à 800 millions de francs CFA. Abdourahmane Sissé, qui lui-même est un ancien de Polytechnique Paris. C'est un reportage de Mahma Traoré. Les lignes bougent également au niveau de l'enseignement technique. Le ministère de l'Enseignement vient de signer une convention cadre avec Ndouam School of Business and Technology du Ghana. La convention cadre porte sur l'organisation de séjours linguistiques dans ce pays voisin des étudiants de filières d'hôtellerie. Les enseignants, eux aussi, verront leur capacité de s'exprimer en langue anglaise renforcée. On retrouve Abou Sanogo. Cette signature d'accord cadre entre le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et Ndouam School of Business and Technology de Elmina au Ghana va permettre de doter les apprenants ivoiriens et ghanéens du secteur de l'hôtellerie au travers de séjours linguistiques par immersion, de solides compétences et d'aptitudes en langue française et anglaise afin d'offrir de meilleurs services en la matière. L'idée aujourd'hui enseignant, c'est d'avoir une mobilité croisée entre des étudiants de Côte d'Ivoire qui iraient au Ghana pour faire leur formation en langue française, mais des étudiants du Ghana qui viendraient aussi dans notre système pour apprendre à renforcer leurs capacités
en langue française et dans divers autres domaines pour lesquels nous avons peut-être un avantage comparatif intéressant. Donc c'est mutuellement tout bénéfice pour les deux parties. Ce partenariat fait suite à une mission de prospection qui s'est tenue récemment au Ghana d'une délégation du ministère sur les possibilités de coopération avec cet établissement ghanéen. Dans la Nawa, on sait bien ce que c'est que de s'unir pour être plus fort. Les commerçants de cette région ont décidé de se mettre en association pour mener des actions concrètes à leur épanouissement. Le conseil municipal salue l'initiative. Didier Nguessan, reportage. L'association des commerçants de la Nawa entend soutenir ses membres pour accroître leurs activités économiques et de même impacter le développement de la région de la Nawa. Nous avons d'abord quelques membres du bureau que nous avons déjà choisis pour nous aider dans les tâches que nous avons confiées, mais je pense que nous allons former le bureau et nous allons se mettre au travail. Plusieurs associations féminines et de jeunesse se sont mobilisées autour de cette noble cause. Organiser les commerçants eux-mêmes, améliorer leurs conditions de vie, afin qu'ils puissent se sentir à l'aise, c'est une très bonne chose. On ne peut pas le faire sans une association véritable. Générer des revenus, mais aussi honorer ses obligations fiscales. En la matière, la mairie de Soubré est pour les commerçants un partenaire de choix. Entre les commerçants et la mairie, c'est une parfaite combinaison qui marche. Sans les commerçants, la mairie n'existe pas. Et nous devons travailler ensemble. Et s'ils sont organisés, je crois que ça nous permettra de maîtriser mieux tous les commerçants. Ils vont payer les taxes et en payant les taxes, je crois que c'est le développement. Les membres de l'association des commerçants de la Nawa sont invités à une réunion pour décliner le plan d'action sur le terrain. Le guichet unique mobile se rapproche des populations. Le guichet est désormais à Kong, au nord-est de la Côte d'Ivoire, ce qui va faciliter aux engins de 2 et 3 roues l'acquisition de toutes leurs pièces. Le projet entre dans le cadre du programme Résilience pour la paix. Il est soutenu et financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international. Ami Sissoko, notre correspondante dans toute la région nord. Tchologo, deuxième étape de la caravane du guichet unique mobile des engins à 2 et 3 roues après celle du Bunkani. Sibéri est venu de Toroniré jusqu'à Kong à plus de 100 km pour se mettre en règle, lui qui possède une moto et un tricycle. Des engins sans aucune pièce administrative. Quand la moto n'est pas immatriculée, quand les pièces ne sont pas là, il y a souvent des échauffourées avec les forces de l'ordre qui font leur travail régalien. Et lorsque nous sommes en règle aujourd'hui, ça nous évite toutes ces tracasseries-là. Le guichet unique mobile vise à rapprocher les structures techniques de l'État des populations en vue de faciliter l'acquisition de toutes les pièces afférentes aux engins à 2 et 3 roues. Le but, favoriser une bonne collaboration entre population et les forces de défense et de sécurité, selon l'ONG américaine Equal Access International, initiatrice du projet. Les femmes et les jeunes qui se déplacent énormément, qui voient beaucoup de choses, qui parfois voient certains signes avant-coureurs de certaines situations, mais parce que soit ils ont peur des forces de défense et de sécurité, soit alors ils sont frustrés et alors ils se disent « je ne peux pas leur donner d'informations ». Ce qui fait qu'il y a cette frustration, cette mésentente, c'est justement le contrôle des pièces. Les forces de défense, c'est leur rôle et les populations ont le devoir, quand ils achètent un engin, d'avoir les documents aussi. Le guichet unique mobile s'inscrit dans le cadre du projet Résilience pour la paix avec le soutien financier de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID en collaboration avec le corps préfectoral, les douanes ivoiriennes et le ministère des Transports. Quand vous prenez la vignette, vous contribuez au développement, à la construction de votre pays. Donc tout ce qui se fait au guichet unique apporte grand au développement de notre pays. Ce sont près de 700 demandes de vignettes, plaques d'immatriculation, d'attestation d'assurance et dédouanement qui sont enregistrées à l'étape du Tchologo. Les premiers requérants reçoivent ici leurs pièces et plaques d'immatriculation. J'ai fait l'assurance, 4 grises, vignettes et j'ai eu ma plaque. Les avantages, c'est de circuler librement, ne pas avoir de problèmes avec les soucis avec les forces de l'ordre. Toutes les zones frontalières du Nord seront visitées par la caravane du guichet unique mobile de l'ONG américaine Equal Access International.
Prochaine étape, la Bagoué. À présent, qu'en est-il de l'actualité Covid? C'est ce qu'on va savoir maintenant. Les cas de Covid, on en enregistre malheureusement chaque jour. Hier, 76 nouvelles contaminations ont été annoncées par les autorités sanitaires. Le nombre total de malades de Covid s'élève à 85 444 avec 95 cas actifs et 811 décès. Le virus n'épargne aucune zone de la planète. À l'échelle du monde, il a touché jusqu'à 579 millions de personnes et en a tué jusqu'à 6,41 millions. Continuons à respecter les mesures barrières, cela même si vous êtes vacciné. On est vacciné, on est en bonne santé, alors on s'en va à Yamoussoukro. On part rejoindre les praticiens opérationnels, décideurs et acteurs de la chaîne de valeur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Ils y sont tous pour réfléchir sur les défis liés à leurs activités. Notre témoin sur place, c'est Kader Sogodogo. Les acteurs et décideurs de la chaîne de valeur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle en atelier à Yamoussoukro. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la sécurisation et à la valorisation de l'exploitation aurifère artisanale comme facteur de développement et de cohésion sociale dans le nord de la Côte d'Ivoire. Un projet financé par l'Union européenne et exécuté par l'ONG Cognita. L'objectif, c'est de trouver un nouveau modèle, que l'orpaillage, que la richesse de la Côte d'Ivoire soit un facteur d'opportunité, de développement local, de distribution de richesse, d'avenir pour les enfants de la Côte d'Ivoire, plus qu'un facteur de destruction de l'environnement, de travail des enfants et d'illégalité. Il y a plein de défis liés non simplement à l'obtention des autorisations d'exercer et également les questions de cohésion sociale, de conflits entre les autochtones et les allogènes qui viennent également, et la question de migration, surtout dans ce contexte sécuritaire marqué par la menace terroriste. Il est plus qu'important de jeter un regard ou encore de mieux contrôler ce secteur qui constitue aujourd'hui un levier important pour l'économie au niveau local. Évaluation du cadre juridique et la pratique de l'orpaillage en Côte d'Ivoire. Proposition de solutions aux défis liés à l'obtention des autorisations d'exploitation et de commercialisation de l'or. Promotion des coopératives. Gestion durable de l'environnement ont été passés au peigne fin. L'orpaillage artisanal est pratiqué dans 24 des 31 régions de Côte d'Ivoire. 500 000 exploitants sont actifs dans le secteur. On rentre à Abidjan, on s'arrête à Yopougon au nord de la ville. L'ONG Grande Vision Internationale y était récemment, précisément à la cité de la Maka et au quartier précaire en 2000 pour offrir des vivres à une cinquantaine de veuves et orphelins. Grande Vision Internationale est une jeune ONG qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et la lutte contre la pauvreté. Frédéric Gorebi, Aboussanogo. Restaurer le tissu social en assistant les couches les plus vulnérables de la société, à savoir les veuves et les orphelins. C'est le sens du combat que l'organisation non gouvernementale Grande Vision Internationale veut mener. Et pour joindre l'acte à la parole, elle a procédé au lancement de ses activités en offrant des vivres à 50 veuves et orphelins de la cité de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. J'ai décidé de faire pour poser la première action dans une zone où j'ai beaucoup duré, où je me dis que c'est là que je dois commencer. Mettre la joie dans le cœur de mes frères, mes soeurs, mes mamans, les veuves et les enfants. Un geste apprécié et salué par les bénéficiaires. Je suis une veuve et quelqu'un m'invite, viens prendre un cadeau. Tu vas manger. C'est une joie pour moi. Dans un premier temps, j'ai la joie au cœur et je trouve que c'est une bonne initiative pour une ONG qui pense aux orphelins, qui pense aux veuves aussi. En tout cas, j'ai la joie au cœur. Pour le parrain de la cérémonie, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Notre vision converge vers la vision de l'association ONG, car nous voulons aider les enfants. Nous voulons une Côte d'Ivoire forte. Créée en 2022, l'ONG Grande Vision Internationale a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat et à lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes, le VIH et l'alphabétisation.
Un mot d'actualité internationale pour fermer ce journal. Je vous le disais en titre, la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, est arrivée à Taïwan hier mardi. Une visite vue d'un très mauvais œil par la Chine qui revendique cet archipel démocratique de 24 millions d'habitants et cherche à tout prix à l'isoler. Pékin qui a d'ailleurs déjà lancé une série de représailles militaires et économiques. Depuis son arrivée, Nancy Pelosi a semblé jouer la carte de l'apaisement. Elle est restée sur la même ligne de défense, à savoir que cette visite ne change pas la position américaine vis-à-vis de Taïwan, rappelant d'ailleurs qu'une visite similaire avait déjà eu lieu en 1997. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi et restez sur RTI 1. C'est la chaîne leader.